Bonjour à toutes, bonjour à tous. Petit billet d'humeur et d'orientation du 6 octobre et puis des informations venant de l'actualité comme d'habitude. Alors le contexte, vous le connaissez, je ne vais pas le répéter, et la crise se poursuit avec effectivement de nouveaux développements, de nouveaux besoins de financement qui sont couverts par les banques centrales, avec un assouplissement des règles de prudence, de gestion des États, et c'est ce que constate dans une récente note Natixis qui nous parle des règles de Maastricht. Vous vous souvenez des 3% de déficit rapporté au PIB des États. Évidemment, tout ça a volé en éclats. Quelles sont les conséquences pratiques pour nous ? Je me présente, je suis Marc Gentilhomme, auteur et chercheur en finance, et je suis indépendant des réseaux de vente, je ne fais pas de conseils financiers. Déjà un peu d'actualité, dans différentes vidéos plus spécialisées, je vous reparlerai des marchés d'actions, car il est quand même relativement probable qu'on ait dans quelques semaines une correction à nouveau assez violente, en raison de la surévaluation des actions, de l'excès d'optimisme, d'événements géopolitiques et politiques assez complexes. De même, sur l'immobilier, il y a une certaine méfiance à avoir. Alors le marché est multiple, je pense surtout à l'immobilier des grandes villes. Je prends comme exemple une étude de l'UBS qui vient de sortir au 30 septembre. Certains marchés sont peut-être, il faut être prudent, surévalués, et la situation économique des acheteurs, mais aussi la restriction des règles de crédit proposées par les banques peuvent signer la fin de la bulle et de l'euphorie qu'on a connue pendant un certain nombre d'années. Toutes ces tendances, elles peuvent, cela dit, et c'est un paradoxe, continuer à travers le temps, c'est-à-dire en 2021 et au-delà, si jamais les banques centrales continuent d'imprimer comme elles font de la monnaie papier, qui soutient bien sûr les cours et qui maintient les taux d'intérêt le plus bas possible. Cela dit, les partisans de l'investissement lourd en immobilier et en actions ne raisonnent pas forcément sur le redémarrage de l'inflation, qui pourrait non seulement compenser les gains, mais voire s'accélérer et conduire à des pertes en pouvoir d'achat. Donc c'est toute la question de la hausse des cours lorsque votre panier, notamment alimentaire, augmente aussi vite, voire plus vite. Le gain est négatif pour l'épargnant. On commence à avoir conscience, j'en parlais déjà depuis un certain moment, de crise de confiance à force d'imprimer de la monnaie. Et je voulais vous faire partager cet extrait d'interview de Jean-Marc Vittori, éditorialiste au journal Les Échos, dans Ecorama, le 30 septembre dernier. Ça ne peut pas durer éternellement. Hein. La BCE est là. La dette de l'État s'est accrue de 200 milliards d'euros au deuxième trimestre, 199,9 précisément, et donc on peut dire 200 milliards. On ne peut pas rajouter 200 milliards comme ça à la dette chaque trimestre. Tant que la BCE achète à tour de bras la dette émise par la France, d'ailleurs vous rappelez bien que une banque allemande a montré que quasiment toutes les nouvelles émissions de dette françaises ont été rachetées, même un peu plus, par la Banque Centrale Européenne. Oui. Mais encore une fois, ça ne peut pas durer éternellement. La monnaie, elle vaut... Pourquoi est-ce que la monnaie vaut quelque chose ? C'est la croyance qu'on a dans sa... Exactement, c'est la croyance qu'on a dans cette monnaie, c'est la confiance qu'on a. Confiance. La croyance. Mais non, c'est la croyance cristallisée. Et donc c'est la confiance. Et il y a un moment où vous pouvez décider individuellement, nous pouvons décider collectivement qu'on ne fait plus confiance à cette monnaie. Justement, un jour ou l'autre, on verra poindre une réforme monétaire dont on entend parler périodiquement. Depuis 2014, Christine Lagarde parlait de grand reset, c'est-à-dire de grand rééquilibrage et de remise à zéro du système monétaire international. La création d'un nouvel euro, un euro digital, annonce la Banque Centrale Européenne, serait à l'étude, et ça fait naître un certain nombre de questions et d'interrogations. Alors, y a-t-il des alternatives à la détention de monnaie classique et au placement bancaire peu rémunéré ? Là aussi, je vais laisser parler Jean-Marc Vittori qui fait une allusion dans la même interview.
Et il y a déjà des premiers signes de fuite devant la monnaie. Hein. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les gens cherchent autre chose que la monnaie. Et qu'est-ce qui vaut en ce moment assez cher, plus cher que ces dernières années? Il y a l'or, hein, il y a les crypto-monnaies. Ouais. Voilà. Après avoir beaucoup baissé les crypto-monnaies. Oui, mais enfin, voilà. Et puis, il y a l'immobilier qui résiste de manière tout à fait étonnante. Et je pense que l'une des clés de résistance du marché de l'immobilier, c'est le fait que les gens se disent mon argent risque de ne plus valoir ce qu'il valait, et donc il faut que je le mette dans un truc qui servira au moins quelque chose. Un billet de banque, demain, vous l'avez, plus personne ne fait confiance à ce billet de banque, il ne vaut plus rien. Une maison, vous l'avez demain, même si plus personne n'y fait confiance, quelqu'un peut encore y habiter. En somme, Jean-Marc Vittori cite un peu les têtes de chapitre de mes activités de mon blog, l'or, les crypto-monnaies et l'immobilier. Je voudrais remarquer malgré tout l'attitude du journaliste de Boursorama qui l'interviewe, parce que là aussi en matière d'or et de crypto-monnaie, vous avez bien remarqué quand même son dédain, son ironie. Je pense que dans ces marchés-là, on en est toujours à cette flèche bleue qui est positionnée là, c'est-à-dire que les investisseurs institutionnels et notamment certains fonds de pension sont en train d'investir dans ces domaines-là, certains fonds d'action, et le grand public ne sera vraiment très sensibilisé à ces domaines qu'en fin de hausse, j'allais dire comme d'habitude. Concernant ces alternatives, moi je rejoins Jean-Marc Vittori, simplement je pense qu'il est délicat pour les particuliers de savoir quel est le bon moment pour acheter, notamment quand les cours fluctuent. Et puis, il y a une question de mise en place aussi d'outils pratiques. Quel fournisseur, comment ouvrir un compte, quelle sécurité, quel suivi. Et tout ça, je tente d'y répondre avec des outils que vous retrouverez à la fois dans mes vidéos et dans mon blog. Je vous dis donc à très bientôt. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, et vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog où d'autres vidéos et d'autres articles vous attendent. Merci.